Bonjour à tous, on aimerait commencer aujourd'hui une série de podcasts sur un sujet qui nous taraude depuis un petit bout de temps et c'est un peu la raison d'être de Shofar. C'est se poser une grande question, peut-être une trop grande question, qui est ce que la Torah, le judaïsme, le message juif a à apporter à une conscience moderne. C'est l'angle que Shofar a depuis ses débuts, de réfléchir à ça. Et on aimerait le faire cette fois-ci sous forme de podcast. Ce sera sûrement 3 ou 4 podcasts d'affilée sur cette question-là. Et se poser cette question, qui est une question qui nous habite tous. Au final, on vit des vies qui sont des vies au sein de la société occidentale relativement confortables. Beaucoup d'entre nous, on essaie d'être des gens bien. Quel est le ridouche, comme on dit, quelle est la nouveauté que le message juif peut apporter à nos vies. Moi, c'est une réflexion qui m'habite depuis des années que j'essaie d'étudier cette question-là, et on va essayer d'y réfléchir ensemble avec Yair. Salut Yair. Salut. Donc tu vas m'aider à entreprendre cette réflexion à deux. En réalité, déjà, on va prendre des pincettes et dire que le but, c'est pas d'enfermer la Torah dans ce qu'on va dire, et évidemment réfléchir à ce que la Torah peut apporter à une conscience moderne, c'est beaucoup trop vaste, beaucoup trop profond, et je pense pas qu'on puisse faire de la Torah des idoles limitées à ce qu'on pense. Surtout pas en 40-50 minutes. Ouais. On n'a pas la prétention ici de donner des réponses tranchées à des questions qui sont très anciennes et qui se retrouvent à chaque génération, mais peut-être ouvrir juste certaines perspectives, ouvrir une réflexion. Exactement. Donc le but, c'est de réfléchir et de donner des axes de réflexion ensemble. Moi, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps, et c'est une réflexion que j'essaie de partager justement lorsqu'on fait des groupes maintenant, où on fait venir des jeunes de France, où on fait des groupes en partenariat entre Taglit et Shofar, etc. Et je suis face à des jeunes qui, pour la plupart, ont jamais entendu parler du judaïsme, ont jamais entendu parler de Torah, et c'est une vraie réflexion, à part leur montrer le pays, leur montrer leurs racines, finalement, j'ai aussi envie qu'on arrive à les connecter à leur identité, et dans cette identité-là, il y a aussi un message, le message juif. Et donc, la question c'est, qu'est-ce que ça a fondamentalement à apporter ? Est-ce qu'on est juste venu ici pour faire de l'archéologie et voir quelles sont nos racines, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental, et c'est un message qui peut vous parler maintenant ? C'est ça ce que je cherche à faire. Et donc, en fait, tout simplement, ce qu'on va essayer de faire dans ces podcasts, c'est un petit peu le fruit de ces discussions que j'ai eues avec ces jeunes, et où avec le temps, j'ai regroupé en 3 grands axes. Et je pense qu'on va faire 3 grands axes pour 3 podcasts. Peut-être qu'après, je vais avoir d'autres idées, on va voir. Mais pour l'instant, c'est dans ce mode-là. Ouais. Et à nouveau, on reprend des pincettes en disant, on n'est pas en train de réduire. Il y a sûrement plein d'autres choses. Et on est envoyez en commentaire, envoyez-nous des idées, des choses auxquelles on n'a pas pensé, etc. Mais le but, c'est quand même c'est d'y réfléchir, et je procrastine sur ce podcast depuis un petit bout de temps. Je pense qu'on en a parlé déjà il y a des mois. Assez souvent, et chaque fois je dis non, en fait c'est pas prêt, au final on le fait pas. Donc voilà, donc on se lance, et c'est pas grave, ce sera imparfait. Avec le risque de l'imperfection, on peut se lancer, on peut commencer à... je vais pas dire traiter la question, mais peut-être il faudrait commencer par préciser la question. C'est-à-dire, la question que tu poses, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que le judaïsme il a apporté à une conscience moderne, entre guillemets, du 21e siècle ? C'est une question qu'on aurait pu poser au 20e, au 19e, et ainsi de suite. Mais c'est simplement que nous, comme toi et moi, on fait partie intégrale de ce monde-là, et qu'on fait aussi partie intégrale du monde de la Torah et de la chaîne traditionnelle qui nous précède. Comment est-ce que ces deux choses-là interagissent, et comment est-ce que... peut-être, je pose une question peut-être un peu égoïste, mais est-ce que ta question, c'est de dire qu'est-ce qu'on y gagne ? Ouais, il y a quelque chose en fait, en quoi c'est parlant pour nos vies, en quoi c'est parlant pour nos vies, en quoi ça apporte quelque chose d'existentiel, et que je peux venir voir maintenant un jeune et lui dire, écoute, je suis pas juste là en train de te parler de tes racines antiques, je suis en train de te parler d'un message qui peut t'apporter quelque chose de fondamental dans ton vécu, dans ta recherche de sens, etc. Il y a quelque chose qui est parlant, il y a une richesse ici, et c'est dommage que tu la connaisses pas. Alors, t'as évoqué que tu divisais ça en 3 axes, que tu veux les ouais, préciser. Exactement. Alors, on va le dire en hébreu pour voilà. Donc c'est les 3 axes, les 3 grands apports, ou les 3 grandes catégories. J'aimerais les résumer en mashmaout, it'alut, omek. Ok ? Donc mashmaout, ça veut dire sens ou signification.
It'alut, ça veut dire élévation, et Omek, ça veut dire profondeur. Ok, donc des grands mots, des gros mots. Et donc, il faut essayer maintenant de rentrer dans chacune des catégories. Et aujourd'hui, ça va être le podcast sur Mashmaout. Aujourd'hui, on va essayer de s'occuper de cette problématique-là de sens et de signification. Alors voilà, excuse-moi d'être trop strict, mais viens, on commence par définir qu'est-ce que tu veux dire par Mashmaout. C'est quoi le Mashmaout et quelle problématique et comment ça interagit avec la problématique qu'on vient de... Ok, alors on va arriver à une définition, mais... d'ailleurs, ouais. Mais je veux juste donner un peu une image de... Ah non, je veux d'abord, avant de rentrer là-dedans, je veux quand même dire comment on va fonctionner. Ça va être quoi la méthodologie de ces podcasts-là ? C'est essayer de fonctionner sous forme de contraste. C'est-à-dire que pour réfléchir à ce que la Torah a apporté à nos vies, à mon avis, c'est intéressant de réfléchir sous forme de contraste, en mode, qu'est-ce que la société dans laquelle on vit, la société occidentale, on peut l'appeler de plein de manières, 21e siècle, etc., qu'est-ce qu'elle propose ? Et de l'autre côté, qu'est-ce que le modèle du message juif, qu'est-ce que le modèle d'une société juive, qu'est-ce que le modèle du système de valeurs de la Torah, d'Israël, a à proposer ? Je pense que c'est intéressant de fonctionner comme ça, sous forme de contraste. Je pense qu'on y gagne deux choses. Premièrement, on y gagne le fait de peut-être prendre des fois un peu de recul par rapport à la société dans laquelle on vit, où finalement certaines choses nous paraissent être des évidences, mais c'est peut-être pas si évident que ça. C'est-à-dire se balader dans la rue et voir une affiche d'une montre Rolex qui fait 50 mètres sur 20 sur un building, c'est pas forcément l'évidence que ce soit ça, ce qui soit à l'entrée de la police, tu vois, à l'entrée de la cité. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte. Donc, je pense qu'on gagne dans le fait de faire le travail de contraste, déjà, une prise de recul par rapport à ce qu'on vit. Et deuxièmement, à travers le contraste, ça nous permet aussi de mieux définir ce que le judaïsme a de différent et ce qu'il a apporté. Donc, ça va être ça la méthodologie. Ok, donc on revient maintenant au premier sujet, qui est le sujet de la mashmaout, le sujet du sens. Et l'impression que j'ai eue lorsque j'ai réalisé ça, c'est un peu comme un livre qui s'appelle La disparition. Est-ce que tu as entendu parler du livre qui s'appelle La disparition de Georges Perec. Ouais. L'histoire de Georges Perec. Alors, quelle est la particularité de ce livre ? Alors, la particularité de ce livre qui est sympa, c'est qu'au bout de quelques pages, on se rend compte qu'il n'y a aucune apparition de la lettre E. Exactement. Donc, on a ici un exercice incroyable où Georges Perec... Une performance incroyable. Et en fait, tu lis quelques pages. Au début, tout a l'air normal. Et puis d'un coup, tu te dis, mais attends, c'est quand même incroyable cette histoire. Et tu réalises qu'il n'y a pas la lettre E. Et donc, waouh, incroyable. Et en fait, moi, ça m'a fait le même effet. Le même effet lorsque je me suis rendu compte qu'on vit dans des sociétés où, a priori, tout fonctionne. Les gens se lèvent le matin, les gens sont productifs. Il y a pas mal de personnes qui arrivent à avoir une vie relativement saine, équilibrée, y compris avoir des vies en essayant d'être des gens bien et tout. Mais il y a une disparition, en fait. Il y a eu une disparition. Il y a quelque chose de fondamental, aussi fondamental que le E, qui est pas là. Qui est pas dans le discours, qui est pas dans le focus, qui est absent, tout simplement. Et c'est la réflexion sur le sens. Nous vivons dans des sociétés où cette question-là, du pourquoi on est là, vers quoi on va, est-ce qu'il y a un sens à la vie humaine, à la vie de l'individu, à la vie du collectif ? Cette question-là, au final, est quasi absente. On peut avoir quelques personnes qui vont avoir des crises existentielles au moment de l'adolescence, mais ça reste, on va dire, dans le domaine du privé. Mais au final, nos sociétés, c'est des sociétés qui parlent beaucoup, d'accord ? On écrit beaucoup, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de contenu qui est produit. Il y a beaucoup de contenu qui est produit. On a des journaux en veux-tu en voilà. On a des algorithmes qui t'écrivent pour toi. Aussi, voilà. On a des médias en veux-tu en voilà. Et dans tout ce mêlel, dans tout ce discours, dans toute cette prose, d'un coup, tu te dis, mais il y a une disparition, en fait. Il y a quelque chose de fondamental, il y a quelque chose qui devrait être la pierre angulaire de nos réflexions, ce qui donne ce vers quoi on devrait tendre, qui est absent. Et on peut parler pendant des heures de politique, on peut parler pendant des heures y compris de questions éthiques, de questions politiques, de sport, de loisirs, de divertissement, mais la question fondamentale de pourquoi on est là et vers quoi on va a disparu.
Je veux juste peut-être préciser, mais ce dont tu parles, tu parles pas d'une structure de société, de comment la société est construite. Tu parles de culture, c'est-à-dire tu parles du discours qui est ambiant dans le monde moderne. Et les gros sujets auxquels on parle, auxquels on fait des débats et que les gens discutent, ce que tu dis, c'est que cette problématique-là qui semble adolescente, certes, de dire mais qu'est-ce qu'on fait là et quel est le but de ma vie. C'est quand même fou, n'empêche que pour nous, c'est une problématique adolescente, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc, en général, tu l'as entre 14 et 15 ans, mais après, ça va te passer. Après, ça passe. Ça va te passer. Tu vas t'occuper des choses sérieuses et tu vas aller au boulot sans faire d'histoire. Mais c'est fou de dire un truc comme ça, fondamentalement. Fondamentalement, c'est compliqué de dire que la réflexion de l'individu, la réflexion de la société, ne se préoccupe pas de cette question-là. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que je pense que ça a un coût. Ça a un coût de pas réfléchir à ces questions-là. C'est pas anodin de pas donner de réponse à la question de pourquoi on est là, vers quoi on va, est-ce qu'il y a un souffle derrière l'histoire, est-ce qu'il y a une volonté derrière le monde, est-ce que je suis là pour quelque chose. C'est pas anodin de pas en parler. C'est pas rien. C'est vrai, on va arriver à la question des coûts, mais par exemple, quand tu dis ça, moi je pense à... Mais c'était il y a longtemps, je veux dire, c'était à 70 ans, dans les années 50-60, où tu avais des grands philosophes comme Albert Camus, qui ont écrit des livres sur le sens de la vie, et puis il y avait tout l'existentialisme, c'était une réflexion là-dessus, même si on peut penser ce qu'on veut penser sur l'existentialisme, mais c'est quelque chose qui est peut-être très récent, en fait, qu'on a arrêté de parler de ça. Et que même les philosophes aujourd'hui... ne parle plus vraiment de ça. C'est-à-dire, si on prend les typiques philosophes français, je ne sais pas à qui je pense, mais je pourrais penser à quelqu'un qui est un philosophe, pardon, Bernard-Henri Lévy. Il écrit des livres sur le sens de la vie. Non, il écrit des livres sur des problèmes géopolitiques. Est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne plus? Alors, bien, on essaie de rentrer peut-être dans... à ton avis, peut-être, je pourrais reposer la question comme ça. Est-ce qu'à ton avis, on a désespéré de ces questions-là, ou est-ce que juste on a été attrapé dans quelque chose d'autre? Ouais, j'aimerais en fait proposer 2 axes de réflexion. Je pense qu'ils ne sont pas suffisants. Il y a plein d'autres choses à dire sur la question de pourquoi il y a cette disparition-là. Mais je pense que déjà, c'est des axes intéressants. Le premier axe, c'est ce qu'on va appeler le réductionnisme matérialiste. C'est-à-dire que va s'imposer quasiment comme une doxa. Et je pense que celui qui, on va dire, l'œuvre best-seller de Yuval Noah Harari montre bien cette chose-là, ça va être un discours, un narratif qui, finalement, propose une espèce d'explication purement matérialiste de la réalité, et où la réalité, telle qu'on la connaît, n'est que le fruit de lois physiques, puis de l'évolution, de la sélection naturelle, etc., pour arriver à une société telle que la nôtre. Et pourquoi je parle de réductionnisme, et pourquoi, à mon avis, c'est pertinent sur notre question? Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va aplanir, ça va prendre plein d'éléments qui pourraient créer chez la personne des espèces d'indices, et créer une espèce de réflexion sur le fait qu'il puisse y avoir quelque chose qui nous transcende, qui puisse donner du sens, qui puisse être, comme j'ai dit, qui puisse être un pourquoi et un vers quoi. Et en général, on va trouver ça au fin fond de l'intériorité humaine, dans le fait qu'on a une boussole morale, dans le fait qu'on a des aspirations, une recherche de sens, dans le fait qu'on va voir chez l'homme de l'altruisme, de l'héroïsme, etc. Toutes ces choses-là, où tu te dis, ah ok, waouh, c'est quoi ces pierres précieuses qu'on a en nous, c'est quoi ces... Et ça pourrait peut-être permettre à la réflexion de se projeter dans quelque chose qui dépasse uniquement le caractère trivial, matériel de la réalité. Ce qui va être fait, à mon avis, ces dernières années, je sais pas, peut-être ces dernières décennies, c'est tout un système qui va réussir à réduire, qui va pas réussir, mais qui va proposer de réduire ces qualités-là, ces entités-là, les réduire à des dimensions qui sont des dimensions finalement uniquement qui servent l'évolution, qui servent le maintien de l'espèce, etc. Donc aujourd'hui, on parle de psychologie évolutionniste, d'accord ? Donc ça fait partie de la même famille d'idées où on va te dire « Ah,
le fait que tu sois altruiste, c'est au final, ça a été une mutation à un moment ou à un autre dans l'évolution, et ça a été préservé parce qu'au niveau de la sélection naturelle, ça marche pour créer une collectivité. Okay, Yuval Noah Harari va nous parler de toutes ces choses qui sont imaginaires, la morale est imaginaire, les droits de l'homme sont imaginaires, etc. Mais c'est un imaginaire, c'est une capacité humaine de se créer cet imaginaire-là qui finalement fonctionne bien pour réussir à maintenir une vie de société, maintenir une réalité ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a fait là ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des éléments qui pourraient réveiller en nous une réflexion sur le sens, ok ? Je vois dans l'homme une aspiration vers le bien. Je vois dans l'homme une aspiration de quête, justement, de son rôle, d'être au-delà de lui-même, etc. Mais je vais ramener ça à une dimension qui est une dimension extrêmement première ça sert au final quelque chose de biologique qui est l'instinct premier qu'il faut que tes gènes puissent perpétuer. Et donc voilà. Et on se rend pas compte, en fait, de ce qu'on a fait lorsqu'on aplanit la réalité de cette manière-là. C'est-à-dire que si tu adhères à cette vision-là, si tu vas jusqu'au bout dans le réductionnisme matérialiste, si tu vas jusqu'au bout dans la psychologie évolutionniste, c'est asphyxiant, c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux dire par asphyxiant ? C'est-à-dire que c'est au fond, je me fais un instant l'avocat du diable, mais si tu peux démontrer d'une façon ou d'une autre que certains mécanismes psychologiques, voire même certains comportements moraux servent des buts qui sont évolutionnistes, comme tu as dit, peut-être, est-ce que ça nie vraiment toute transcendance ? Ça nie ton existence ? Ça nie que tu aies un but plus profond, etc. Non, bon, il y a des mécanismes. Nous aussi, on a des mécanismes. Ton cœur, il fonctionne d'une certaine façon. Il a aussi un mécanisme, le cœur, l'estomac, etc. Il y a des phénomènes physiologiques qui sont avérés. Ok. Premièrement, tu as parlé du mot démontrer. Alors, c'est très important, à mon avis, qu'il y ait une humilité de la part de cette réflexion-là, de cette réflexion scientifique, sur le fait que là, on n'est pas de l'ordre d'un fait scientifique, on est de l'ordre d'une interprétation scientifique. Le fait de dire... Quelle différence tu fais ? Le fait de dire l'altruisme est dû uniquement à une mutation qui a permis un vivre ensemble et donc c'est resté par la sélection naturelle, c'est une parchanout, c'est une interprétation. C'est pas quelque chose que tu peux dire c'est un fait scientifique. C'est vachement important, il faudrait qu'on rentre là-dedans pour arriver à dénouer toutes sortes de raccourcis mentaux qu'on fait parce que a priori ça vient d'un langage scientifique dont tu as l'impression que c'est complètement scientifique jusqu'au bout. Il y a des gens qui font ça très bien, je pourrais vous conseiller des ouvrages qui font ça très bien, mais c'est vachement important de faire une distinction entre faits scientifiques, entre méthodologie scientifique et après une interprétation. Il y a une interprétation où il y a derrière une volonté de ramener toutes sortes de choses qui pourraient appartenir à une réalité, peut-être une réalité qui est séparée, une réalité qui est transcendante, une réalité qui est spirituelle, qui existe en l'homme. Et finalement, ramener tout ça à la terre même, ramener tout ça au minéral, au végétal, à l'animal. Deuxième chose que tu as dit, et je rebondis là-dessus, ce que tu as dit, c'est au final, en quoi ça vide de sens ? Au final, quel problème ? On peut comprendre qu'il y a des... Je vais te peut-être encore plus préciser, mais c'est-à-dire il y a des milliers d'années, les gens attribuaient des phénomènes météorologiques, la pluie... je sais pas moi, les catastrophes, etc., à des volontés divines aléatoires et arbitraires et souvent violentes, des colériques. Et maintenant, on sait, si tu veux, les mécanismes, jusqu'à combien on comprend la météorologie, on comprend jusqu'à 14 jours, mais c'est pas beaucoup plus. Mais on en comprend un peu les mécanismes et cette conception-là il y a une volonté derrière ces choses-là à reculer, parce que la science a pris la place. La science a dit, non, en fait, je peux expliquer pourquoi maintenant il y a un ouragan ici. Parce que ici, je parle sans savoir, je ne connais pas j'ai pas de connaissances. Mais là, en l'occurrence, à mon avis, il faut arriver à percevoir le fait que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans
le phénomène qui est la conscience, dans le phénomène qui est la vie, d'accord ? Et dans ce qu'elle comporte. Elle comporte plein de choses. Elle comporte la boussole morale qu'on a en nous, elle comporte la recherche de sens qu'elle a en nous, elle comporte plein de choses. Cette chose-là, ce qui constitue la conscience, qui constitue l'impression du jeu, le fait que j'ai conscience de moi-même et j'ai conscience du fait d'exister, la puissance de la conviction de bien qu'il y a en nous, la puissance de l'altruisme qu'il y a en l'homme. Arriver à dire cette chose-là n'est que mécanique, n'est que biologique, etc. C'est un saut énorme. Et je pense c'est sûr que faudrait prendre le temps d'arriver à montrer ça. Mais pour l'instant, déjà, au niveau de l'intuition, je veux faire ressentir ça. Au niveau de l'intuition, je vais ressentir que c'est pas la même chose de dire on a été capable maintenant de prévoir parce qu'il y a de l'air chaud, il y a de l'air froid, alors finalement les nuages vont aller dans ce sens-là. C'est pas la même chose que le fait de dire on a résolu le mystère qu'est la conscience humaine, on a résolu le mystère qu'est la spiritualité, et on peut ramener tout ça finalement uniquement à des mécaniques de matière et des mécaniques qui sont dues à l'évolution, etc. Pourquoi c'est quelque chose qui vide la réalité de son sens ? Parce que au final, quand tu prends ça au niveau macro et que tu vas jusqu'au bout de cette réflexion-là, alors ce qui reste, c'est que la réalité est juste le fruit de lois de la physique, d'un long hasard, de mutations hasardeuses, puis de sélection naturelle, et il n'y a rien d'autre. Et c'est arrivé à quelque chose d'hyper complexe. Au final, au début, c'était des êtres unicellulaires, et maintenant, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe qui s'appelle l'homme. Mais au final, ça reste sur la même ligne, en fait, ça reste dans la même continuité, et on peut tout ramener uniquement à ces dynamiques-là. Et donc, pourquoi s'arrêter aux lois de la physique ? Ça se trouve, les lois de la physique, c'est bien connu que dans la théorie du Big Bang, par exemple, l'idée c'est que les lois de la physique se fondent dans une seule loi qu'on ne connaît pas, mais se fondent en fait, comme les forces se fondent dans les différentes forces, la force de la gravité, la force de l'électromagnétisme, se fondent dans une force unique. Pourquoi s'arrêter là ? C'est-à-dire le problème de ce réductionnisme, c'est qu'en fait, il est régressif à l'infini. Tu peux toujours découper encore et découper encore et découper encore, et en fait, tu sais pas où tu t'arrêtes. Typiquement, tu pourrais prendre la capacité qu'on a à dire je, c'est-à-dire de dire moi, Yair, je commence quelque part, je m'arrête quelque part, je suis quelque chose de précis, tu vois, et je ne suis pas la table, et je ne suis pas Gabriel, je ne suis pas à l'écran. Si tu continues la réduction, alors peut-être, qu'est-ce que c'est Yair ? C'est les atomes maintenant, mais les atomes dans 2 minutes ils ont changé, les interactions ont changé, leur champ magnétique a changé. Donc tout change en permanence. Donc, c'est des questions que les philosophes grecs ont déjà évoquées. Tu ne traverses jamais 2 fois le même fleuve. Le fleuve, c'est pas le même. Alors c'est quoi cette entité de fleuve ? Ces choses-là. Donc si tu vas dans cette réduction, tu prends cette réflexion jusqu'au bout, ça nie même ta capacité de dire moi j'existe, alors que c'est l'expérience la plus fondamentale que chacun de nous fait. Ouais, c'est une des critiques que j'ai lues justement sur le livre de Harari, où il dit au final tu réduis tout à la biologie, mais tu pourrais tout réduire à la chimie, tu pourrais tout réduire à la physique. Au final, on est dans quelque chose qui a plus de sens. C'est-à-dire, je dirais comme ça, la réalité n'a même plus d'unité de base en fait. Ouais, j'entends cette question-là. Sur la question de pourquoi cette chose-là, quelle est l'implication de cette chose-là sur le sens, c'est que quand tu rentres dans ce champ lexical, au final, comme j'ai dit, tu tombes dans l'asphyxie, tu as vidé la réalité de son sens complètement. D'accord ? C'est-à-dire que si, au final, nous ne sommes que le fruit de lois physiques, que le fruit d'une espèce de mécanique qui s'est complexifiée avec le temps et qui, finalement, maintenant a conscience d'elle-même, etc., mais ce à quoi elle croit et ce à quoi elle aspire finalement, c'est que comme dit Harari, c'est que de l'imaginaire qui sert finalement la survie de l'espèce. Alors waouh, finalement tellement tout ce à quoi j'aspire, toute ma boussole morale, tout ce pourquoi j'ai envie de donner ma vie, tout ce pourquoi j'ai envie de servir. J'ai envie que ma vie serve quelque chose, et que ma vie serve quelque chose qui est plus grand que moi. On te dit, au final... Il y a une espèce de désillusion totale. Il n'y a rien d'absolu là-dedans. Il n'y a rien d'absolu dans le fait que tu aimes tes enfants, dans le fait que tu sois altruiste, dans le fait que tu veuilles donner ta vie pour une collectivité qui s'appelle le peuple d'Israël, ou même l'humain de manière générale, etc. Il n'y a rien d'absolu là-dedans, c'est des choses qui se passent dans ces choses qui se passent dans ton esprit et qui ont été mis là par une mutation et qui a été préservée, cette mutation, parce que finalement ça permet la survie de l'espèce.
Donc c'est quelque chose qui prive. Donc je reprends juste le fil de notre réflexion. Le fil de réflexion, c'est fait de dire il y a une absence de cette réflexion-là. Et là, on va plus loin. On dit c'est pas juste qu'il y a une absence. Une des causes de cette absence-là, c'est le fait que aujourd'hui le discours matérialiste, qu'on appelle le réductionnisme matérialiste, aujourd'hui est extrêmement fort, peut-être peut-être même de l'ordre de la doxa aujourd'hui. Et c'est pas juste qu'il rend absent cette quête de sens, c'est qu'il la vide en fait. C'est qu'il rend, il rend la réalité, il aplanit la réalité et on passe de 3D en 2D complètement et on est dans une réalité qui au final où tout est complètement explicable par ces lunettes-là qu'on a mis qui sont la psychologie évolutionniste, etc. etc. Je veux juste faire une parenthèse pour pas qu'après on ait des commentaires qui viennent dire mais quoi, on n'a aucun problème avec l'évolution. L'évolution peut très très bien fonctionner avec le fait qu'il y a une volonté première qui va et qui accompagne le monde et qui amène le monde vers un certain but, etc. Et ça peut être fait par l'évolution, ça c'est la science qui le détermine. On n'a aucun problème avec ça. Ça semble bien connu, le Rav Kook l'a évoqué. Exactement, on pourra faire certains midrashim qui vont dans ce sens. On pourra faire un podcast là-dessus. Mais on n'a aucun problème là-dessus. Le problème qu'on a, c'est le fait de réduire l'être, réduire l'existence, réduire l'infini qu'on arrive à percevoir dans la conscience, dans la morale, dans les idéaux, dans la quête spirituelle, etc. Réduire tout ça uniquement à des choses qui sont dues à l'instinct de survie et à la sélection naturelle, ça non. Ça déjà on va alors, juste, je mets le point peut-être dans la terminologie traditionnel du judaïsme de ce que tu es en train de dire, c'est que la Torah considère que il y a certes la couche naturelle, la couche matérielle, qui dans Bereshit s'appelle le Hafar, donc la poussière, l'homme est fait de la poussière, mais d'un autre côté, le texte de la Torah dit aussi, Vaipar Nishmat, il y a aussi une Neshama, il y a aussi une partie qui est transcendante, spirituelle, qui n'appartient pas à cette poussière-là, qui n'appartient pas au mécanisme, qui vient se souder, et peut-être plus que ça même se fondre à l'intérieur de la couche matérielle. Donc il y a une couche matérielle et spirituelle qui plus que cohabite, peut-être même s'interconnecte, je ne sais pas exactement ce serait quoi le bon mot, mais à l'opposé de ce que propose le réductionnisme, de dire en fait il n'y a qu'une seule couche, c'est la couche de la matière qui est mécanique, probabiliste peut-être si on veut aller plus loin, mais et c'est tout. Et le reste, ça n'existe pas. Ouais, j'entends. Dans la métaphysique juive, il y a plein de mondes, il y a plein de couches. Ok ? Et la réalité est faite de plein de strates. Et ces strates-là, elles intercommuniquent, elles sont reliées. Et tu vas avoir, dans le monde de la Kabbalah, on va parler de Hatzilut, Bria, Yetzira, etc. On va parler même en nous, on peut ressentir ces choses-là. Tu vas avoir le monde du corps, tu vas avoir le monde du ressenti au sein du corps, que certains vont appeler nefesh, c'est-à-dire l'espèce les sensations qu'on va avoir, etc. Tu vas avoir le monde du ressenti qui est plus intérieur, tu vas avoir le monde de volonté, tu vas avoir le monde de la sagesse, on a plein de strates aussi en nous qui interagissent, etc. Et on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'individu et qui réunit tous les individus dans une espèce de spiritualité commune. C'est-à-dire que ça, la métaphysique juive est extrêmement riche pour décrire les différentes strates et leurs interactions, etc. Et au final, ça crée pas une espèce de vision dichotomique. Il y a le monde de la matière, et à part ça, il y a le monde de l'esprit. J'étais chercher le bon mot, parce que c'est difficile. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans l'antagonisme esprit-matière. C'est pas ça. Une fois que tu as dit qu'il y a, on dit Nishtal Shelut, que tu as une espèce de dégradé de réalité depuis l'unité première infinie, Or En Sof, jusqu'à notre réalité. Tu as plein de strates, etc., qui interagissent, qui peuvent avoir plus d'impact, moins d'impact l'une sur l'autre, etc. Ok, alors là tu réfléchis déjà complètement différemment, et bon, ça c'est déjà, on arrive loin, parce que on arrive déjà au système juif qui à mon avis a quelque chose à proposer, mais là, on est encore dans la phase de notre réflexion qui est du contraste, c'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui dans la société occidentale telle qu'on l'a, l'absence qu'il y a de sens, et une des causes de cette absence-là, c'est cette conception-là matérialiste. Ok, et est-ce que j'entends ce que tu dis, que c'est dû à une espèce de peut-être à une trop bonne réussite de l'entreprise scientifique, dans le sens où la science a produit énormément pour le bien-être de l'humanité. Il
il faut reconnaître. Et tout d'un coup, on s'est dit peut-être qu'on allait appliquer la même chose ou les mêmes types de réflexions, à la vie spirituelle. Et ce qui en fait a mené à l'annulation de la vie spirituelle. Moi, je trouve ça marrant parce que moi, j'ai un frère qui est docteur en physique et qui maintenant est chercheur au Technion à Haïfa. Et que ce soit avec lui ou une fois j'avais entendu son soutien de thèse, etc. Et je me suis dit, en fait, tous les scientifiques, les vrais scientifiques que je rencontre, c'est des gens qui sont profondément humbles. Donc il y a une vraie humilité, en fait. Et je pense que c'est peut-être plus la vulgarisation scientifique au sein de la société qui est arrivée à une espèce d'orgueil tel qui est que on peut tout comprendre, on a tout compris, on a tout saisi, on peut tout enfermer, finalement, on peut enfermer la réalité et sa richesse dans un système hyper dans une équation. Dans un système hyper réduit. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ce que la vulgarisation fait. Et t'as raison, c'est-à-dire que c'est dû au fait que, écoute, au final, c'est ces gens-là qui m'ont expliqué comment marchait mon téléphone et qui m'ont expliqué comment marche mon corps, etc. Si maintenant ils proposent quelque chose aussi pour expliquer la conscience, expliquer la morale, je vais aller sur le même. Mais à nouveau, je pense pas que ce soit le consensus scientifique aujourd'hui. Au sein même des scientifiques, je suis pas sûr que ce soit le consensus. Mais tu vas avoir des gens qui sont des très 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 bons vulgarisateurs, style Harari, etc. Et qui vont, oui, aller loin. Tu vois, qui vont, oui, proposer un système a priori hyper cohérent qui englobe tout dans un même narratif. Ouais, en fait, il y a un moment dans ces lectures où tu te rends compte que ce que l'auteur te présente, en fait, quitte le domaine de la science pour rentrer dans celui de la philosophie. Sauf que c'est pas dit explicitement. Sauf que c'est pas, on te dit pas que c'est de la. Si s'il y avait marqué Parménide sur le livre, tu sais que Parménide, il a pas fait d'expérience, il écrit de la philosophie. Mais en fait, on vient avec des citations d'articles peer-reviewed et tout ça, etc. Et en fait, on parle de philosophie. En fait, on présente une option qui est profondément une option métaphysique et pas une option scientifique qui est soutenue par des données, des expériences, etc. Et c'est sûr qu'il y a plein de faits. Je pense pas qu'il n'y a pas de mensonges dans non, mais je pense qu'il faut arriver, un jour peut-être qu'on fera ça, mais faire une lecture, tu vois, et dire, ok, jusque-là, c'est du fait, là, c'est une interprétation du fait. Okay, là, déjà, il y a un saut. Et là, tu peux pas le présenter comme la continuité du truc. Tu dois te dire, ok, une possibilité d'expliquer la notion d'altruisme, c'est ça. Une autre possibilité, c'est le fait de dire qu'il réside dans l'homme quelque chose qui dépasse uniquement la problématique de survie. Ok, mais là, il y a eu un saut. Il y a une phrase que j'adore, qui, à mon avis, décrit tellement bien, en fait, cette espèce d'insatisfaction. Si tu rentres vraiment dans le réductionnisme matérialiste, et si tu rentres vraiment dans ce narratif-là, et que tu te rends compte au final que on n'est que de la poussière d'étoiles, la poussière d'étoiles, on encore un sens poétique. Ouais, attends, ça c'est la version poétique de truc, mais si vraiment tu réalises et tu vas jusqu'au bout de cette histoire-là, et que tout ce pourquoi on a des convictions, ça n'a rien d'absolu, et tout ce à quoi on aspire n'a rien d'absolu, c'est juste des choses qui ont été programmées en nous parce que c'est ce qui fonctionne au niveau de la survie de l'espèce. Si vraiment tu vas jusqu'au bout là-dedans, c'est terrible et c'est asphyxiant, et ça amène à un nihilisme profond. Et il y a une phrase que j'adore, qu'un auteur qui s'appelle David Brooks ramène. Je ne sais pas si on a déjà parlé dans le podcast David Brooks, mais je l'apprécie particulièrement. C'est un juif new-yorkais, je ne crois pas que ce soit pratiquant, qui a une colonne dans le New York Times et qui a écrit plusieurs best-sellers, dont on parlera dans le prochain podcast, parce qu'il y en a un qui vraiment est sur le sujet du prochain podcast. Et il cite quelqu'un, je ne sais pas qui dit lorsque ma première fille est née, je me suis rendu compte que je l'aimais plus que ce que l'évolution n'exige. Et je trouve cette phrase très très forte, en fait. Parce qu'en fait, elle vient dire que ça colle pas. C'est-à-dire qu'au final, si vous voulez tout réduire, si vous voulez réduire toute l'intensité de la vie humaine et toute la poésie qu'il y a dans la vie humaine, vous la réduire uniquement à un système évolutionniste et un système de survie de l'espèce, ça marche pas. Et ça, c'est une phrase que je trouve vachement intéressante, parce que c'est une phrase qui est existentielle. C'est une phrase qui vient dire, je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais ça marche pas ton système. Je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais tu peux pas maintenant réduire
l'humanité, réduire l'homme, réduire l'infini que je perçois dans ce monde-là. Porte à ta fille, quoi. Voilà, c'est-à-dire tu peux pas réduire la force de ce que je ressens uniquement à quelque chose, à ta vision froide et mécanique. Tu peux pas réduire la poésie à de la prose, tu peux pas. Il y a quelque chose qui est fondamentalement... Tu dois être capable d'être face au nifdal, d'être capable d'être face au fait qu'il y a quelque chose qui te transcende, quelque chose qui est plus grand ici, qui réside dans le monde. Je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment quelque chose de très juif, d'être sensible au fait qu'il y a des points dans l'être où tu sens que tu es face à quelque chose qui est au-delà, qui nous transcende. Et c'est des petits moments d'ouverture, des moments où d'un coup tu te dis waouh, il y a quelque chose d'autre. Mais il faut être sensible à ça. Je reviens à ce que tu as parlé de l'asphyxie et du vide que ça crée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si effectivement on prend cette position assez loin dans la vie et dans nos vies personnelles, etc., tu arrives tout de suite à quelque chose qui ressemble à une espèce de nihilisme et dire en fait rien n'existe, rien n'a de sens, un truc, et où en fait tu reviens dans l'absurde de Camus et tu te dis bon, peut-être maintenant il faudrait contempler l'idée d'arrêter l'aventure ici, puisque finalement ça sert à rien. Pourquoi me lever le matin et pourquoi aller me coucher le soir et pourquoi faire telle chose et pourquoi aller au travail. C'est-à-dire, mais manifestement on voit que malgré le fait que je suis d'accord avec toi, c'est une position qui est très présente, qui est très présente, qui est très présente dans la culture, très présente dans le discours. Les gens ne vivent pas comme ça. Les gens se lèvent le matin, ils tombent amoureux, ils se marient, ils ont des enfants, ils vivent malgré tout des vies. Alors comment c'est marrant. C'est-à-dire que peut-être qu'on paye un certain prix, mais peut-être pas le full price, tu vois. Ou peut-être c'est intéressant. Je pense qu'on va en arriver quand on va parler du coût de cette chose-là. Mais il y a un sociologue qui s'appelle Gilles Lipovetsky qui a écrit un livre qui s'appelle L'ère du vide. Il n'est pas très connu, ce sociologue. Non, il n'est pas très connu, ce sociologue. C'est un ami à moi, Shmuel Elikan, qui m'en avait parlé, et j'avais dévoré ses livres. Mais il n'est pas hyper connu, alors que je le trouve super intéressant. Et lui, dans un livre qui s'appelle L'ère du vide, il dit... la célèbre phrase de Nietzsche, Dieu est mort, quoi. Et pour Nietzsche, Dieu est mort, c'était pas joyeux. C'est Dieu est mort et donc nihilisme et donc terrible. Donc quoi. C'est la fin de la société. Quelque chose comme ça. Il va falloir qu'on trouve une espèce de solution pour créer notre propre système de valeurs et tout. Et lui, il dit Dieu est mort, mais tout le monde s'en fout. et je trouve ça... C'est une fausse alarme. Mais en fait, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec Gilles Lipovetsky. Je pense qu'on va en parler lorsqu'on parle des coûts. Mais je comprends ce que tu dis. Tu dis au final, je constate une société qui a l'air de fonctionner, qui a l'air de les gens continuent à se lever le matin, métro boulot dodo, etc. Pire que même ça, je constate que les gens sont encore, de façon générale, plus ou moins décents. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'au final, le mec, il a lu Yuval Noah Harari et il sait qu'au final, toutes ses convictions internes, c'est plus ou moins quelque chose qui a été, c'est de l'imaginaire pur. Il y a aucun absolu là-dedans. Le biais statistique dit que les gens qui lisent Yuval Noah Harari sont des gens éduqués de la haute société. Mais au final, en fait, ils sont décents et juste. Après, au final, la personne va continuer à. L'assassin de rue, il n'a pas lu Yuval Noah Harari. Être gentil dans sa famille, etc. J'entends, mais je pense que quand même c'est un coup. On va y arriver dans une minute à l'histoire du coup. Je veux juste, pour être structuré, dire, on était au niveau des causes de cette absence-là. Donc la première cause, c'est le réductionnisme matérialiste. La deuxième cause possible, évidemment tout ça contribue et il y a d'autres choses à dire, mais c'est peut-être le XXe siècle. C'est peut-être pas uniquement le XXe siècle. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a premièrement le fait que l'Occident a ressenti le besoin de se détacher de l'Église. Parce que l'Église était un système qui était étouffant, qui étouffait la créativité, qui étouffait la recherche scientifique, etc. Et donc, au final, on est prêt à renoncer à un système qui proposait du sens parce qu'il nous coûtait trop cher. Il nous coûtait trop cher et il nous asphyxiait à sa manière, tu vois. Mais comme on va voir après dans un texte du Rav Kook, ça a un coût. C'est-à-dire de se retrouver maintenant sans système qui parle de transcendance et qui parle de sens, etc. Waouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Puis je pense que c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de post-trauma, une espèce de post-traumatisme d'un discours religieux qui était pas à la hauteur. Et la deuxième chose, c'est même le discours idéologique qui finalement s'est fissuré au XXe siècle. Parce que
le nationalisme, / le nazisme, / le communisme, etc., qui ont fait du XXe siècle peut-être l'un des siècles les plus sanglants de l'histoire. Et qui est important de préciser, je pense que c'est dire que c'est des grandes idéologies collectivistes. C'est des grandes idéologies qui étaient... qu'est-ce que, en tant que collectif, en tant qu'ensemble, vers où on va et quel genre de monde on désire, tu vois. Mais au final, qui proposait une direction, qui proposait une cohérence, qui proposait, même si c'était pas forcément une cohérence, il y avait une transcendance, tu vois. Qui s'est très 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 mal fini. Oui, ça avait une certaine transcendance. Moi, j'ai eu cette conversation il y a pas longtemps avec quelqu'un dont les parents venaient d'Allemagne de l'Est, et il raconte combien le communisme, c'était plus qu'une religion, c'était le tout d'une personne. Les gens, ils étaient prêts à se sacrifier totalement dans le but de faire avenir l'utopie communiste. Il y avait clairement une utopie, il y avait clairement un absolu. Est-ce que transcendant, c'est un mot un petit peu différent, mais ok, j'adore. Quand quelqu'un il est prêt à mourir et à tout sacrifier, pour moi, ça s'appelle la transcendance. Mais bon, on peut en discuter. Ouais. Ça, en tout cas, ça fait office de transcendance pour tout... donc on arrive en fait à une espèce d'état post-traumatique aussi à cause du XXe siècle, qui est ça nous a coûté trop cher de prendre ces chemins-là, et donc il y a ce que Lyotard va définir le postmodernisme. Je crois que c'est le premier à définir le postmodernisme. Va dire c'est une méfiance face à tout métanarratif. Et une méfiance face à tout système qui va venir, qui a proposé sa cohérence, son idéologie, sa solution, etc. Et donc on arrive à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus... après, c'est un sujet en soi d'analyser le postmodernisme, etc. Mais on arrive à quelque chose qui va être peut-être plus humble et qui va plus chercher à déconstruire les systèmes existants plutôt qu'à en proposer. Et ça peut être, à mon avis, aussi une des causes de l'absence de la réflexion sur le pourquoi et le vers quoi, etc. Parce que on est un petit peu post-traumatique après le XXe siècle, ou après la séparation de certaines cohérences qui étaient proposées par le monde religieux, type christianisme, etc. Le monde religieux et le monde idéologique, le monde, comme tu as appelé, des métanarratifs, qui a fait des... Il faut le dire, qui a fait des millions de morts dans le XXe siècle à travers les deux grandes guerres. Et donc il y a une réaction spirituelle à ça. Qui dit, en fait, peut-être ça marche pas. Peut-être ça marche pas. Peut-être il faut arrêter de prétendre de dire quelque chose de spirituel sur la réalité, et peut-être se contenter de dire des choses qu'on peut observer et qu'on peut montrer. Encore une fois, je vais mettre un point d'humilité de ce qu'on est en train de dire ici, parce que ces grands mouvements spirituels, idéologiques et philosophiques qui ont traversé l'humanité sont très complexes, et il y a beaucoup d'éléments, et ça c'est peut-être juste des pistes ou des manifestations, des symptômes. Il peut y avoir beaucoup de choses, donc je veux pas maintenant qu'on réduise ça mais c'est vrai que la ligne philosophique ici est intéressante. Je signe sur les pincettes qui doivent être prises. Ok, on passe à l'étape d'après, qui est le fait de dire que ces choses-là, elles ont un coût. C'est-à-dire que le fait de dire qu'on va pas s'occuper, ou plus loin, qu'on va clairement affirmer que la vie humaine n'a pas de sens, on n'appartient pas à quelque chose qui a un pourquoi, un grand vers quoi. Il n'y a pas de volonté qui t'a mis là à un certain moment pour que tu joues une certaine mission, etc. Tout ça, c'est inexistant, on va pas en parler, et si on en parle, on en parlera à la manière de Harari, on en parlera à la manière du réductionniste matérialiste, en disant écoute, ce besoin-là que tu as en toi de trouver du sens, c'est quelque chose qui est dû à l'évolution, et ça, mais essaie de t'en détacher, parce qu'au final, il y a rien de vrai là-dedans, il y a rien d'absolu là-dedans. Fondamentalement, c'est demander aux hommes de vivre une vie qui manque d'âme, qui manque de moteur, qui manque de ciel, où on te demande de te lever, d'être un atome productif de cette société-là, de souffrir, parce que la réalité est pleine d'aspérité, la vie est rude, etc. Et au final, on te fournit pas, et on réfléchit pas à la question de mais pourquoi je dois me lever le matin, et pourquoi je dois... alors certes, il y a la nécessité même il faut pouvoir manger le soir, etc.
Mais il y a des moments où c'est pas suffisant. Il y a des moments où la vie devient tellement difficile et tellement rude que si tu n'arrives pas à répondre à la question du pourquoi, waouh, on t'a privé de quelque chose de fondamental. On connaît tous Viktor Frankl, qui est un grand psychiatre qui a survécu à Auschwitz, un psychiatre juif qui a survécu à Auschwitz et qui a fondé une vision qui s'appelle la logothérapie, et où contrairement à Freud et Adler qui disaient que la pierre angulaire de l'homme, pour Freud ça allait être les pulsions et pour Adler ça allait être la reconnaissance sociale, pour Frankl, la pierre angulaire de l'homme c'est le sens, la signification, le fait de sentir qu'il est là pour quelque chose, et c'est quelque chose qu'il a vu en fait dans l'horreur d'Auschwitz, de voir que les personnes qui avaient plus de raison de se battre baissaient les bras et ils continuaient pas. Mais quelqu'un qui avait une fille à retrouver après-guerre, quelqu'un qui avait un ouvrage à terminer, quelqu'un qui avait un pourquoi. C'est une phrase de Nietzsche qui est ramenée par Viktor Frankl, c'est que celui qui a un pourquoi peut faire face à tous les comment. Et c'est instinctif, on le sent tous, quoi. On le sent tous qu'au final, on a besoin d'un moteur, on a besoin de quelque chose qui nous dit mais pourquoi continuer, pourquoi faire ce que je fais, etc. Et donc c'est là que je viens au fait que ça a un coût. On peut pas dire, comme Gilles Lipovetsky, que tout le monde s'en fout. On peut pas dire que au final la vie peut continuer telle quelle. T'as privé la terre de son ciel et au final la vie continue. Je pense pas que ce soit vrai. Que ce soit vrai. Il n'empêche que comme je disais tout à l'heure, les gens continuent à exister. La plupart des gens qu'on rencontre, toi et moi, avec qui on communique, qui peut-être acceptent toutes ces idées, ou en tout cas vivent à l'intérieur de cela, ne sont pas dans cette espèce de déprime. Je sais pas, c'est une bonne question. Moment, déjà, il y a beaucoup de sociologues qui ont analysé le taux de dépression de ces derniers siècles qui avance de manière perpétuelle alors que la vie est de plus en plus douce et de plus en plus agréable. Et je crois que c'est Max Weber, mais vous pouvez me corriger si vous pensez, mais qui a dit qu'une des causes, c'est aussi une société qui a de moins en moins de réponses aux questions de sens, etc. Je parle du fait religieux en particulier. Je dis c'est peut-être juste un coup qui met du temps à arriver, c'est-à-dire que c'est qui est pas hyper visible forcément, parce qu'au final les gens ils doivent se lever le matin pour amener quelque chose à manger chez eux, tu vois, mais tu sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, et tu sais pas exactement qu'est-ce qui fait que tu vas avoir envie d'avoir des enfants et d'œuvrer pour quelque chose, et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être pas juste productif dans la société pour recevoir, mais que tu vas vouloir servir quelque chose de plus grand, que tu vas te donner à quelque chose de... Donc je sais pas, dire le coup, il peut être intérieur et pas hyper visible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le dit très bien le Rav Kook, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, à l'intérieur, au niveau de leur conviction intérieure, ils pensent pas que l'altruisme qu'ils ont en eux, c'est juste une construction imaginaire, etc. Ils le vivent comme quelque chose d'absolu, tu vois. Ouais. Et quand ils ont un idéalisme, je sais pas, pour sauver l'humanité, la planète, le Soudan, etc., ils le vivent comme quelque chose d'absolu et de fort, etc. Ils se disent pas, non, mais au final, ça a pas de sens, on est juste... Ils le vivent comme un devoir, c'est ça qui est important. Et un devoir, c'est par définition quelque chose qui dépasse. Exactement. C'est-à-dire que je pense que... Et c'est pour ça que le Rav Kook dit que la plupart des personnes qui vont parler de Kfira et qui vont parler du fait qu'il n'y a rien d'autre que la matière, ça, il dit au final, c'est des personnes qui ont une foi forte intérieure. Mais je pense que ça a aussi un coût, le fait de vivre dans une espèce de décalage. C'est-à-dire le fait que ton cœur soit... le fait que ton cœur soit persuadé du fait que tout ça, ça a un sens, etc. Et lorsque de temps en temps, tu te poses et tu dis, mais au final... Si j'y réfléchis, ça a pas de sens tout ça, et au final on n'est rien d'autre que de la poussière et que de la mécanique, que je pense que c'est un moment ou un autre, cette dissonance-là, elle va avoir un coup. C'est intéressant parce qu'il y avait, je pense que c'est un auteur que toi et moi on le sait, c'est Jordan Peterson. Il a aussi évoqué cette idée-là que lui il vit. Il parle rarement de sa foi, s'il en a une, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai entendu souvent dire qu'il vit comme si Dieu existe et comme s'il y avait cette hiérarchie de valeurs qui lui était imposée. Il vit comme si c'était vrai et il reconnaît que c'est un comme si dans le sens où
n'en sait rien en fait, qui ne sait pas si son être inclut quelque chose de transcendant et qui implique des devoirs et qui implique une responsabilité envers son prochain et envers lui-même, envers sa famille. Mais il fait comme si c'était vrai. Ouais. Parce qu'il reconnaît que c'est ça qui marche, en fait, quelque part. Ouais, mais je pense qu'il va plus loin que ça. Hein. Si on rentre là-dedans, il y a des moments où il dit que ça signifie absolument rien ce que je pense sur la question. C'est-à-dire qu'au final, si au niveau de mon vécu, c'est tellement clair et évident que je vis que j'ai la conviction profonde au niveau de ce qui coule dans mes veines que c'est absolu et que c'est pas juste une construction, etc. Ce que je pense au final c'est irrelevant, tu vois, en gros c'est des fois il a aussi cette signification. Bon bref, on fera un podcast sur Peterson si tu veux. On fera sur qu'est-ce qu'il pense vraiment. Regarde, je sais pas ce qu'il pense vraiment. Si on veut être sur la question des coûts en fait de cette absence là ou des coûts de cette de ce nihilisme-là qu'on peut voir, il y a un passage dans Bereshit sur la vente du droit d'aînesse entre Esav et Yaakov, entre Ésaü et Yaakov, qui souvent est un petit peu révoltant parce qu'on se dit pourquoi Yaakov essaie de s'approprier le droit d'aînesse de Esav. D'abord, ça s'achète une droit d'aînesse. Exactement, c'est de quoi on parle, etc. Bon, et en fait, je me suis dit que ça pouvait être interprété dans le contexte qu'on est en train d'explorer ensemble. Ok, donc le contexte, c'est Esav et Yaakov, deux frères jumeaux. A priori, Esav est censé avoir le droit d'aînesse. On va expliquer ce que ça veut dire le droit d'aînesse. Et Esav qui rentre du champ et qui est fatigué. Alors je le lis dans le verset. Donc on est dans Bereshit au chapitre 25. On nous dit que Yaakov avait préparé un plat. Vayavo Esav minasade veu ayef. Et Esav rentre du champ et il est fatigué. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire cette fatigue-là, mais on va dire, on peut dire que voilà, il rentre du champ, il est face à l'aspérité, à la difficulté de la vie, et il y a une fatigue profonde. Il y a une espèce de pourquoi tout ça ? C'est-à-dire pourquoi maintenant continuer à se fatiguer, à faire face à une réalité qui est tellement difficile ou qui implique tellement de souffrance, etc. Il peut y avoir une fatigue existentielle qui se réveille. Vayomer Esav el Yaakov, alirite nina mina adom adom azé ki ayef anochi alken karashemo edom. Là, Esav dit à Yaakov, alirite nina. Donc alirite nina, ça veut dire donne-moi à manger, mais Rashi explique sur place que c'est une manière un peu spéciale de manger. Il doit ouvrir la bouche de manière complètement démesurée. Donc Esav doit ouvrir la bouche de manière complètement démesurée et on va lui déverser ce plat dans la bouche. Okay, donc c'est une espèce d'hyper-consommation, quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est surtout une espèce de perfusion comme ça. C'est-à-dire, c'est pas qu'il se sert avec une cuillère. Ouais, il est même pas actif dans sa consommation. Il est passif dans la consommation. Ouais, ok, c'est intéressant. Alors, Itenina, mina adom adomazé. Et comment il parle du plat ? Il dit de ce rouge là. Okay, donc quelque chose d'hyper sensoriel, tu vois, quelque chose d'hyper. On est vraiment de l'ordre de la tentation du rouge, etc. Il y a de la consommation et il y a de la pulsion, quoi, dans cette phrase-là. Qui ayef anori parce que je suis fatigué. Alken karashemo Edom, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom, et c'est pour ça qu'on l'a appelé rouge, d'accord ? Donc c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ça va devenir son nom. Il y a quelque chose d'ici qui est hyper significatif dans ce moment-là de l'histoire. On dit pas bon, c'est anecdotique, on dit waouh, il se passe quelque chose d'extrêmement significatif. Et là, la réaction de Yaakov, c'est Vayomer Yaakov mirra kayom et bechora techali. Yaakov lui dit alors si c'est comme ça, vends-moi ton droit d'aînesse. Donc là, ça a l'air directement hyper la caricature juive, tu vois, genre business, directement. Je vois qu'il y a un besoin. On va voir si on peut arriver à vendre quelque chose, à acquérir quelque chose, vendre quelque chose. Bon. Donc ça a l'air un petit peu révoltant de la part de Yaakov. T'as ton frère qui est fatigué. Pourquoi tu cherches à... Mais on peut lire ça différemment. On peut dire qu'en fait le droit d'aînesse, c'est la manière que l'aîné, c'est celui qui finalement va avoir un certain rôle de leader parmi les frères, tu vois, celui qui va donner un certain ton, une certaine tonalité. Là, ce qui se joue, c'est dans la famille d'Abraham qui va donner le ton, c'est-à-dire qui va avoir le rôle de meneur sur les nations, par qui ça va passer, qui va être le modèle qui va être proposé. Et là, Yaakov voit quelque chose d'extrêmement inquiétant. Il dit, je vois maintenant chez Esav que lorsqu'il est face
à un manque fondamental, lorsqu'il est face à une fatigue, lorsqu'il est face à un vide, il va chercher à le combler d'une manière problématique. Il va essayer de combler le vide de sens par une ivresse d'essence. Il va essayer maintenant d'avoir une espèce d'essence en 2 mots. Ouais, d'essence, là, en l'occurrence. C'est-à-dire que il va essayer de combler ça par une hyperconsommation, de combler ça par une pulsion extrêmement forte, etc. Parce que, et c'est une vraie question que l'humanité se pose, et je pense que on parle des coups de ce vide-là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sent le vide ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sent l'absurde ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sent que finalement rien n'a de sens ? Et une des réponses que la société donne, c'est, comme dit Stromae, alors on danse. Ok ? C'est une espèce alors on va essayer de se reconnecter à quelque chose qui va nous sentir vivants, quelque chose qui va être de l'ordre de l'ivresse, quelque chose qui va être de l'ordre de la consommation, quelque chose qui va être de l'ordre du divertissement. Il va y avoir toutes sortes de systèmes qui vont être mis en place en tant qu'individu et en tant que société pour finalement combler un vide profond. C'est un mode de compensation. C'est un mode de compensation. Ce qu'à l'époque, ce que disait Rome, du pain et des jeux, tu vois. Au final, on n'a pas envie trop qu'ils réfléchissent, donc on va les divertir. Et lorsqu'il y a cette fatigue, lorsqu'il y a cette espèce de souffrance latente du vide, tu vois, j'ai pas finalement de raison pour laquelle je me lève et je suis juste dans la grisaille parisienne du métro, etc. Et il faut continuer à faire ce boulot et je sais pas trop pourquoi et tout. Et ben ça peut très très vite se transformer en au moins je vis pour les vendredis soirs et samedis soirs où j'ai la tête qui tourne et je suis dans cette espèce d'hyper excitation et hyper sollicitation, quoi. Et donc là je peux comprendre, tu vois, Yaakov qui dit waouh, s'il identifie ça chez Esav et qui voit que c'est ce modèle-là qu'il va proposer, qui va essayer de compenser d'une mauvaise manière, au lieu de prendre maintenant ce vide et l'embrasser, tu vas dire waouh, là je sens un vide de sens et ça doit être une boussole pour une recherche, pour une quête, pour essayer de réajuster peut-être ma vie d'une certaine manière. Au lieu de faire ça, je vais essayer d'oublier, je vais boire pour oublier, quoi. Là, Yaakov dit, ok, alors là, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Là, je peux pas te laisser le leadership. Tu vois. Et là, je pense que c'est une lecture déjà qui est plus apaisante de ce que Yaakov fait. Donc, je pense que ça, c'est un coup auquel il faut réfléchir. C'est un coup auquel il faut réfléchir. Et on est dans une société qui est très très forte pour divertir. Je pense pas qu'on ait eu beaucoup de sociétés comme ça pour finalement te divertir, t'endormir un peu, te faire oublier que tu te poses pas ces questions-là et que la société n'a pas forcément des réponses à te proposer à ces questions-là. Je veux pas sonner complotiste parce que c'est pas que la société fait ça non, c'est dans pas l'intention de te faire oublier quelque chose de tes pensées métaphysiques. On est dans pas dans une structure, mais on est dans une société, on est dans un monde où les gens cherchent cette compensation au lieu de se mettre en face du miroir et de se poser la question quel est le sens de ma vie, quel est le sens de la vie que je mène à l'intérieur de l'humanité, à l'intérieur des cercles dans lesquels je suis. Et ben on dit non, plutôt que de penser à ça, je pense que je préfère aller en boîte, je pense que je préfère kiffer. Non mais t'as raison, je pense pas qu'il y ait une espèce d'assemblée d'illuminati qui est en train de dire c'est comme ça qu'on les contrôle. Conseil de contrôle. Je pense pas qu'il y ait ça. Je pense pas. En tout cas, s'il y a, on nous a pas dit. Ouais. S'ils veulent qu'on cache cette chose-là, ils peuvent faire un don à Chauffard. Mais on va dire que je pense pas que. T'as vendu ton idéologie là en 2 minutes, etc. Je pense pas que ce soit ça, c'est sûr. Mais je pense que ça peut être une espèce de système inconscient en fait. C'est un système inconscient qui est que il y a un vide. On n'a pas quelque chose à proposer finalement fondamentalement par rapport à ce vide-là et on va le compenser différemment. Ok, c'est de cet ordre-là. Il y a un texte du Rav Kook très très fort dans un passage de l'Emahalach Haïdeot, un article très important du Rav Kook, c'est-à-dire le processus des idées, le cheminement des idées, où il refait toute l'histoire humaine, toute l'histoire du peuple juif à travers un prisme très intéressant. Et il parle justement de cette étape-là où la société humaine se sépare de l'idée du religieux, en particulier de l'Église. L'Occident se sépare de l'Église. Et il dit
d'un côté, il justifie ça parce qu'il y avait c'était asphyxiant, c'était une atmosphère spirituelle qui étouffait, qui permettait pas de créativité, de recherche, de liberté, etc. Mais il dit, mais au final, sans ça, la société va se retrouver face au matérialisme froid. Et face à quelque chose qui est plus que de l'ordre du mécanique et qui a plus de moteur. Ouais, ça laisse entendre aussi que ce que le Rav Kook il entend ici, et ce que toi aussi, c'est qu'on n'est pas en train de dire venez, on revient au XVIIe siècle où l'Église avait la main sur toutes où le clergé avait la main sur où la religion en général gérait toutes nos vies. Il dit c'était une situation problématique. Maintenant on est dans une autre extrême peut-être, et on cherche quelque chose qui est un juste milieu. Lui parle du fait que Israël a maintenant un rôle à jouer, tu vois, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a besoin que Israël sorte d'exil maintenant pour pouvoir proposer quelque chose. Alors, je te lis juste quelques phrases. Achomriut timtsa laaz, donc la matière, le matérialisme sera maintenant pour elle, pour cette société, les chevra nichneket tachat sevel masa chaim, une société qui sera maintenant nichneket, asphyxiée, tachat sevel masa chaim, face à la souffrance et au poids de la vie, mais chusari amatara, qui n'ont plus de but, qui n'ont plus de atam ve'atochen, qui n'ont plus de sens et qui n'ont plus de contenu. La riche, la refoua, et pour essayer de guérir, de s'auto-guérir cette société, t'as allé à l'idée chitoté hachonot, elle essaiera par toutes sortes de moyens, chitot shel mehuma, des solutions de bruit. Okay, essayer de... C'est difficile de traduire le Rav Kook, ouais. C'est dur de traduire le Rav Kook, mais on va quand même essayer. C'est-à-dire que mais c'est intéressant, c'est-à-dire que quand il y a un vide, on va essayer de faire du bruit. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit sur l'alitanina minadomazé, quoi. Il y a quelque chose qui est vide, mais on va essayer de le compenser par une expérience extrêmement forte, extrêmement brillante, essayer de ressentir la vie pour compenser. Je saute un peu. Girouim Chomriim, Shelta Avot Chaim Gassim, Olchim Mitnavlim, donc évidemment une place qui va être accrue de l'ordre des pulsions, etc. Et un peu plus tard, un peu plus tôt dans ce texte, il dit que donc la société va arriver à quelque chose qui est de l'ordre de la vieillesse et de la faiblesse, c'est-à-dire qu'elle manquera de moteur, elle manquera de vitalité. C'est-à-dire en fait une terre sans ciel et une vie qui n'est pas capable de proposer un sens, un but, un pourquoi, un vers quoi. On arrive très vite à quelque chose qui est de l'ordre de la vieillesse, quelque chose qui a un manque d'énergie, un manque de dynamisme. Et autre chose qu'il dit, et je pense que c'est intéressant parce que le Rav Sachs se développe aussi beaucoup dans son dernier livre, c'est Tzorka Yachid V'Tioté Apratiot Is Urosh. Que dans ces moments-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une atomisation de la société et c'est l'individu qui va devenir le centre de tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un sens qui rassemble et qui permet en fait aux vies individuelles de servir quelque chose de commun, alors finalement la seule chose qui reste dans ce vide-là, c'est mes besoins, mes pulsions, etc. Et donc on se pose une question très très compliquée de fragmentisation de la société, une société qui devient de plus en plus un moyen de recevoir un service en fait. C'est-à-dire que pour l'individu, la société, le collectif, c'est finalement quelque chose qui me donne une certaine sécurité, une certaine ma retraite, c'est un service en fait, tu vois. C'est pas une appartenance commune, c'est pas un idéal commun, c'est pas un horizon commun, etc. Ok. Là, en gros, jusque-là, on a essayé de dépeindre les coûts. Je sais pas si je suis capable de résumer ce qu'on a dit à propos des coûts, des coûts donnés. Mais en gros, ça va être un vide de sens, un vide de... Le fait de demander à une société d'exister, à des individus d'exister, alors que, la société ne fournit pas de raison d'être, ne fournit pas de pourquoi et de vers quoi, les a privés de cieux, ça va créer forcément un vide. Et ce vide-là, il va avoir un coût. Il va y avoir un coût au niveau de l'énergie qu'il y a dans une société, du moteur dans une société, de bon, tu vas le dire à la place. Individualisation. Ouais, tu l'as mieux dit que moi. Atomisation de la société. Et aussi peut-être une volonté de compenser ça par l'essence, le divertissement, l'ivresse. Et c'est sûrement pas le bon chemin.
faut aussi mettre en perspective, comme on l'a dit tout à l'heure, que on était, il y a 200, 300 ans, et pendant très longtemps, dans des modes où l'individu n'est le centre de rien. L'individu est le centre d'absolument rien, n'a aucune importance, où il est écrasé par les structures dans lesquelles il se trouve. Et maintenant, on a fait l'inverse. On va faire l'inverse peut-être encore un petit moment. Mais un jour ou l'autre, le pendule va revenir à quelque chose de plus équilibré. Et même si maintenant l'individu a l'air de prendre peut-être toute la place, il y a un équilibre ici qu'on cherche. Il y a un équilibre ici qu'on cherche qui n'est pas facile à formuler. Non, ça j'entends ce que tu dis, mais là, ce que lui te dit dans ce texte, c'est que fondamentalement, s'il n'y a plus d'horizon commun, alors forcément, c'est l'individu. Je ne sais pas exactement comment ça va se rééquilibrer, tu vois. Si on n'est pas capable à nouveau de reproposer quelque chose qui est de l'ordre de où nos vies servent quelque chose qui nous dépasse, quoi. Alors je ne sais pas exactement comment on peut arriver à garder un tissu social qui fonctionne. Non, si tu n'as pas d'horizon commun, ça défait le tissu social. Si tu n'as pas d'horizon commun. Au fur et à mesure, le tissu social se défait parce qu'il n'y a aucun... il n'y a rien qu'on partage ensemble, en fait. Au bout d'un moment, il n'y a rien qu'on partage ensemble. Si tout ce qu'on cherche, chacun... on partage les matchs de foot. Les matchs de foot, c'est le tissu social. C'est ce moment où on sent qu'on est ensemble. Ouais. C'est là où ça revient. Mais ça, si on parle des coups, et comme on a parlé, ça finira par détruire aussi l'individu, parce que l'individu ne vit pas seul. Ouais, ne vit pas seul. Tu vis en famille, tu vis en communauté, donc finalement, on sera l'absence de quelque chose de commun sur lequel on peut se retrouver, qui n'est pas forcément écrasant non plus pour tout le monde, c'est-à-dire qui n'est pas forcément une structure qui est oppressive, mais une structure qui peut être enrichissante, qui peut être vitalisante, comme tout le monde comprend, et ça tout le monde le comprend je pense encore aujourd'hui, que d'avoir une famille c'est vitalisant, c'est d'avoir un groupe d'amis, c'est enrichissant, ça t'apporte en tant qu'individu. Et si on quitte toutes ces structures-là en pensant qu'elles sont oppressives, et en pensant qu'elles nous imposent, et en quittant tout ce qu'on peut partager avec eux et tous les modes, l'individu va finir par s'autodétruire comme ça, et peut-être qu'il s'autodétruit philosophiquement à travers le réductionnisme, en disant en fait j'existe pas. Ouais, j'entends ce que tu dis. Mais voilà. Ok, regarde, je vois que l'heure avance, et on n'a pas encore fait le deuxième aspect du contraste, qui va être juste ouvrir le sujet. On peut pas évidemment le traiter, mais à nouveau, notre question c'est ce que la Torah, le message juif, le système de valeurs juif, on peut l'appeler ça comme on veut, le judaïsme, a apporté pour une vie, pour une conscience moderne, et a apporté à nos vies. Et on fait ça à travers un contraste. La première chose qu'on a essayé de décortiquer ensemble, c'est la problématique de vide de sens, en fait, dans laquelle la société se trouve de facto. Et face à ça, je pense que c'est important qu'on soit conscient de la richesse que la Torah et le judaïsme proposent. C'est-à-dire que c'est d'un coup rentrer dans une autre atmosphère spirituelle de A à Z. C'est d'un coup retrouver un ciel. C'est être dans un système dans lequel il y a une volonté qui est à la base du monde, il y a un rôle, il y a une direction, il y a un projet. Et dans ce projet, chacun a une place, un rôle à jouer. Si j'existe à une certaine époque, c'est qu'apparemment, je suis voulu à ce moment-là, et on change complètement de champ lexical. Si on était face à un discours où c'est absent, là on est face à un discours où c'est central, un discours où c'est présent. Ça ne veut pas dire que c'est évident, dogmatique, que à l'âge de 4-5 ans, on va te dire, bah voilà, le rôle de la vie de l'homme, c'est ABC, et voilà, maintenant, par faire la guerre sainte. C'est pas ça, ok ? C'est pas ça, c'est une étude permanente, on approfondit de manière permanente ces questions-là, mais on est dans une atmosphère spirituelle, on pourrait dire ça dans un langage un peu kabbaliste, on est dans un hors maquif, on est dans une lumière qui nous entoure, dans un champ lexical qui est celui de forcément la réalité est connectée à quelque chose qui la transcende, forcément la réalité a un sens, ce sens-là je dois l'étudier, je dois apprendre à le vivre, je dois apprendre à jouer mon rôle là-dedans, etc. Et le sens tel que je le conçois maintenant à 34 ans, c'est pas celui que je concevrais peut-être à 45 ans, et je continue à apprendre et à étudier, etc. Et
Et tu as des bibliothèques entières qui sont pleines de ces réflexions-là, que ce soit chez le Ramchal, chez le Maharal, chez le Rav Kook, que ce soit même le premier verset, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, il y a une volonté transcendante, infinie, qui crée, qui veut quelque chose pour le monde et qui va dire après chaque étape que c'est bon, que c'est bien, que ça amène quelque chose, qui est bon. Donc on change complètement d'atmosphère spirituelle et il faut qu'on sache valoriser ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait ce travail de contraste. C'est le fait de dire, dans un cas, on ne nous propose pas cette chose fondamentale, comme a dit Viktor Frankl, celui qui a pourquoi peut faire face à tous les comment. On a besoin de ce pourquoi-là. Et on le sent tous de manière intuitive que c'est pas juste un besoin, mais que c'est fondamental à la vie humaine de sentir que tout n'est pas absurde, mais qu'il y a il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a un sens derrière tout ça. Il y a un pourquoi, il y a un vers quoi. Et donc apprécier la richesse du système qui est celui qui est véhiculé par notre peuple depuis des millénaires, la richesse qui est proposée, la profondeur de ces réflexions-là qui sont proposées. Évidemment, c'est pas maintenant qu'on va se poser la question de quel est le sens de la vie humaine, etc. Mais c'est possible que lorsqu'on va s'occuper du deuxième podcast qui sera sur Italut, sur élévation, c'est possible qu'on touche du doigt cette chose-là. Je veux juste peut-être insister sur un point qui pour moi est essentiel, c'est que quelle serait la différence, et tu l'as évoqué, mais je veux insister entre ce qu'a l'air de proposer la tradition juive par rapport à n'importe quel... Parce que tu pourrais dire la solution c'est n'importe quelle autre religion. N'importe quelle religion, pourquoi est-ce que la Torah ça serait plus intéressant que le taoïsme, le bouddhisme, le christianisme, je sais pas quoi. N'importe quoi qui a une hiérarchie de sens qui te remplit ça. Mais en fait ce qui est intéressant c'est que parce que comme on l'a dit, on était dans une époque où ces structures-là religieuses ont écrasé l'individu. Et comment est-ce que dans la tradition juive cela s'est et tu l'as dit rapidement, c'est que en fait c'est pas dogmatique. C'est pas qu'on te dit, comme tu as dit, c'est pas qu'on te dit on te dit d'un côté il y a un sens, ta vie a un objectif, tu es voulu, il y a une volonté derrière la réalité qui a un projet et tu fais partie de ce projet, mais on te dit pas c'est quoi. Ça c'est quelque chose que tu dois découvrir, c'est quelque chose que tu dois étudier et c'est pas quelque chose que la Torah dit de façon explicite et dogmatique et dit voilà maintenant tout le monde fait ça et je veux rien entendre. Et donc ça je pense que c'est la vraie différence parce que ça nous permet à la fois de permettre à l'individu de se chercher, de se comprendre et de voir comment lui il s'inscrit dans ce projet là, lui personnellement et qu'il n'est pas juste un soldat de l'armée de la guerre sainte, comme tu l'as dit. Et ça, je pense que c'est une vraie différence. Ça fait qu'on peut se permettre d'avoir une structure de sens, d'avoir quelque chose une atmosphère de signification, sans pour autant tomber ou dans le dogmatisme qui écrase les individus, ou dans le prosélytisme qui écrase les autres individus qui ne sont pas nous. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, en fait, dans la vision juive, qu'on voit dès la première apparition le premier dévoilement de Dieu à Moïse au moment du buisson ardent. Il y a un échange là-bas qui est très très bizarre. Dieu demande à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël et Moïse dit une question extrêmement étrange qui est ils vont me demander quel est le nom de celui qui le libère, donc quel est le nom du Dieu qui le libère. Donc bon, apparemment c'est ça ce qui préoccupe, c'est quel est le nom. Et la réponse est encore plus bizarre. C'est la réponse d'Hachem, c'est dis-leur Eheye Asher Eheye, je serai ce que je serai. Ce nom-là, qui est considéré comme un nom de Dieu, c'est sa seule occurrence. C'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas après dans toute la Bible, dans tout le Tanakh. Mais c'est d'une certaine manière la première. La première du dévoilement qui va être fait à Moshe Rabbeinu. En fait, la première du dévoilement dont va être issue la Torah. Je serai ce que je serai. Ça veut dire que on peut expliquer ça de la manière suivante. La conception que tu as de ce qu'est le divin, de ce qu'est le transcendant, va continuer à grandir avec toi. Okay, et elle ne s'arrête pas. Et tu n'as pas le droit de faire une idole. Et tu n'as pas le droit d'arrêter la chose. Tu n'as pas le droit de limiter la chose. D'accord ? Et ça va accompagner ta maturité. Et ce que tu es capable de voir maintenant, c'est rien par rapport à ce que tu seras capable d'absorber plus tard. Ça ne veut pas dire que c'est un flou artistique. Ça ne veut pas dire que c'est un relativisme et que donc on peut tout dire. Non. Ça veut dire qu'il y a une progression. Ça veut dire qu'il y a une avancée.
De la même manière que la science est une avancée, de la même manière qu'on apprend de plus en plus sur la vérité, on apprend aussi de plus en plus sur la vérité métaphysique. Donc je pense qu'on a essayé de donner une première approche de cette question-là. On reprend les pincettes qu'on a dit au début, on n'est pas là pour définir ce que le judaïsme a apporté à nos vies, on est là pour donner des axes de réflexion. C'est là où on en est actuellement, et avec le format, même s'il est long, le format possible. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très vite. À très bientôt. Salut.